Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Rabab Chenonfoin, avec qui nous allons parler de la santé des femmes. Rabab, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Alors bonjour Estelle et merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. Alors pour me présenter en quelques mots, donc je suis Rabab, je suis rédactrice web SEO et créatrice de contenu sur LinkedIn. Et je me spécialise dans l'accompagnement aux entrepreneurs de l'empouvoirment et de la santé des femmes. Donc ça veut dire concrètement les aider à créer du contenu qui va leur permettre de développer leur visibilité et booster leur audience et leur vente. Voilà, c'est tout ce que, tout ce que je leur souhaite. Je suis aussi maman, voilà, c'est important de le dire, ça fait vraiment partie de ma vie. Maman de 2 enfants, donc une fille qui a 3 ans et demi et un garçon qui va avoir 6 ans. Voilà, ça c'est important parce que ça a beaucoup orienté, voilà, tout le changement de vie que j'ai opéré ces dernières années et aussi mon implication sur ces thématiques-là. Voilà, quoi dire d'autre? J'ai toujours été très curieuse, très, voilà, très intéressée de savoir un petit peu comment on peut améliorer le quotidien des femmes. Voilà, même petite, j'étais du genre à bousculer mes parents et à poser des questions et pourquoi c'est comme ça. Maintenant, moi, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour améliorer les choses? Voilà. Merci pour ta présentation. On aura l'occasion de dérouler un peu en plus en profondeur tout ce que tu as pu nous dire, parce que là, en fait, ce que j'aime bien faire au début de chaque épisode de Matrimoine Féministe, vu que c'est un féminisme éducatif, c'est un peu poser les bases du sujet pour que tout le monde puisse repartir avec les mêmes clés de connaissances, peu importe son niveau. Et du coup, vu que là, le sujet, c'est la santé des femmes, j'aimerais savoir quel est l'état des lieux justement de la santé des femmes à l'heure d'aujourd'hui. Alors, la santé des femmes aujourd'hui, il y a, il y a pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Je vais essayer de faire synthétique. Alors, je vais commencer par déjà dire que ça implique plusieurs sujets. Il va y avoir la santé physique, il y a la santé mentale, et il y a surtout, pour moi, c'est vraiment le gros point important, la santé gynécologique, santé menstruelle, euh, et tout ce qui est bien-être sexuel aussi. Clairement, c'est super important. Euh, la santé des femmes, il y a eu des progrès. Quand même, on va commencer par les notes positives avant d'envoyer la critique. Il y a quand même eu des progrès. Clairement, il y a moins de mortalité maternelle pendant l'accouchement. On est loin voilà, des morts suite aux couches qu'on pouvait avoir jusqu'au début du 20e. Des bonnes choses aussi, alors je vais surtout parler pour la France évidemment. On a quand même une bonne prise en charge globalement en France de tout ce qui est contraception, puisque beaucoup de moyens contraceptifs sont remboursés à 100% pour les moins de 26 ans. Au-delà de 26 ans, là du coup c'est un peu mitigé, c'est un peu système débrouille quoi. Voilà, soit c'est moins bien remboursé, soit c'est pas du tout remboursé. Donc voilà, ça c'est toujours un petit peu plus mesuré. Qu'est-ce qui est positif aussi? Si on a une meilleure représentation des femmes pendant les essais cliniques, voilà, qui permettent après d'envoyer les médicaments sur le marché. Mais c'est très très récent. Alors, à vérifier bien sûr, mais je crois qu'aux États-Unis, c'est arrivé dans les années 90 seulement, qu'on ait un petit peu plus de femmes dans ces essais-là, et en Europe, c'est que dans les années 2000. Donc c'est quand même assez dramatique. Et il y a un livre d'ailleurs qui est sorti l'an dernier qui s'appelle Pilule rose, qui a été écrit par, j'ai un trou, Justine.
Justine Ferry, je crois, et qui justement parle de ça. Elle parle du Spasfon, du fait que le Spasfon est officiellement un médicament donné aux femmes dans le traitement notamment des règles douloureuses, sauf que le Spasfon a été testé sur des hommes. Voilà, donc ça a vraiment fait polémique. Donc de ce côté-là, voilà, il y a des améliorations qui sont en cours. Alors, les soucis, les problèmes en tout cas qu'on peut rencontrer, que peut rencontrer la santé des femmes, je dirais qu'il y a une comment est-ce que je vais dire ça? Une inégalité encore en termes de santé, mais et ça commence dès la perception. Il y a un rapport qui est sorti quand ça en février, je crois février ou mars 2024, par Santé publique France, et qui donne les chiffres. Il y a, enfin, que les femmes estiment être en plus mauvaise santé que les hommes globalement. Et c'est assez fou, alors que les femmes vivent plus longtemps, qu'elles ont une meilleure alimentation, qu'elles ont une meilleure hygiène de vie. Globalement, elles consomment moins d'alcool, moins de tabac, et malgré tout, elles se considèrent en mauvaise santé. Et voilà, enfin après, il y a plusieurs explications possibles. Hein. Ce qui a été avancé en tout cas par Santé publique France, c'était l'environnement de travail qui n'était pas forcément propice à tenir compte de la santé des femmes, notamment la santé menstruelle, mais aussi ce qui va être lié aux risques psychosociaux, parce que les femmes sont un petit peu ont plus de risques de développer des dépressions, etc. Et il y a et l'autre fait, c'est la charge mentale, charge domestique qui est injustement distribuée, parce que c'est très souvent encore les femmes qui l'assument complètement. Voilà, et puis plus globalement, les lacunes, et puis là pour le coup, je pense que c'est valable dans le monde entier, ça va être un accès parfois limité aux soins. Ça va être une discrimination qui peut être fondée sur le sexe. On peut même évoquer on en entend de plus en plus parler, et ça c'est une bonne chose, les actes de violence gynécologique qui peuvent être pratiqués, qui sont de plus en plus dénoncés, heureusement. Ça peut être aussi lié à des tabous culturels, voilà, ou des habitudes culturelles, hein, pour parler de l'excision, et puis de tout l'aspect un peu honteux que peut avoir la santé des femmes, notamment la santé sexuelle, voilà, dans certaines cultures. Voilà, donc il y a encore un petit peu de travail à faire pour améliorer les choses. Mais bon, il n'y a pas de raison, parce que quand même, rien qu'en France, je crois qu'on est 51% de femmes en France. Donc on est quand même un petit peu plus de la moitié. Il n'y a pas de raison que les choses n'avancent pas dans le bon sens. Bah, merci beaucoup, bah, pour le tableau que tu nous as dressé, je le trouve très complet et il peut vraiment donner des clés, enfin des bases en tout cas aux personnes qui nous écoutent, qui ne maîtrisent pas ces sujets, donc vraiment merci pour ça. Et bah, en t'écoutant, enfin, j'ai pas mal de réflexions, qui ont popé, notamment, par exemple, tu parlais des entreprises et c'est vrai qu'on demande aux femmes d'être productives, bah, comme si elles étaient des hommes, en fait, parce qu'on prend pas compte de leur spécificité d'être une femme. Du coup, bah, justement, avoir des cycles menstruels, pouvoir donner la vie, c'est des choses que les hommes ne vivront jamais, dans ce sens-là. Enfin, ça m'a toujours étonnée, on va dire, que les entreprises ne fassent pas, bah, comment on peut dire ça? Heu, Permettre aux femmes, bah, du coup, de concilier, bah, le fait d'être une femme dans une entreprise et bon, il y a des choses qui évoluent, donc ça, c'est vrai que ça m'avait marqué. Pareil aussi quand tu parlais, de, bah, et le Spasfon qui était testé que sur des hommes et ça, c'est vrai que, sur tous les sujets, il y a ça. Enfin, moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est tout ce qui est airbag, sécurité de la voiture, ceinture de sécurité. Ce ne sont pas faits pour les femmes parce que ça n'a pas été testé, comme tel. Enfin, ça a été surtout testé par des hommes et c'est vrai que ça, c'est vraiment un problème systémique à l'ensemble de toute la société, donc c'est bien d'en parler, c'est bien de lever, ce tabou à propos de ce sujet-là parce que comment on peut se sentir en propre sécurité si, bah, ça n'a pas été testé, par des femmes, en fait? Et enfin, dans ce que tu nous disais aussi, donc tout ce qui est actes de violence gynécologique, c'est vrai que c'est des choses, où les tabous culturels, c'est des choses qui, bah,
comment dire? Qui commence à émerger parce que justement on commence à prendre la parole sur ces sujets et je trouve ça bien, je trouve ça super que tu l'évoques parce que c'est important de sensibiliser à ce sujet-là. Donc voilà pour mes petits commentaires. Merci. Mais oui, oui, effectivement, il y a quand même des bonnes choses qui se passent en ce moment, les choses bougent, la parole se délie et de plus en plus de femmes et d'hommes, heureusement qu'il y a des hommes aussi qui comprennent que c'est important d'investir sur la santé des femmes et de parler de la santé des femmes et des droits des femmes aussi parce que c'est lié. Mais oui, il faut en parler et il y a que comme ça de toute façon qu'on va améliorer les choses. Mmh mh. Oui, je suis d'accord avec toi. Les hommes, c'est vraiment nos alliés, dans le combat et parce qu'en fait, j'aime bien dire ces exemples, mais que, bah, s'il y avait pas les hommes qui avaient été inclus dans le combat, jamais je pense qu'on aurait eu, le droit de vote, le droit à l'avortement. Donc c'est important qu'ils se sentent, aussi mobilisés, sensibilisés et du coup, les personnes qui nous écoutent, s'il y a des hommes, bah, de toute façon, vous êtes bienvenus, dans le combat, féministe parce qu'il est ouvert à toutes et tous, hein. C'est pas que pour les femmes, donc ouais, c'est important de faire cette mise en lumière, en effet. Et du coup, ça m'a amené à une question, toi, pourquoi du coup tu t'es intéressée à ce sujet, de la santé des femmes? La réponse va être très, très longue, je vais essayer de faire court. Pourquoi je me suis intéressée à la santé des femmes? Honnêtement, je l'ai évoqué au début quand je me suis présentée, mais je crois que j'ai eu ce déclic-là quand je suis devenue maman. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé. Avant, je me posais pas de questions. Voilà, je fonctionnais comme j'allais dire, je la société me demandait de fonctionner, j'assurais, j'assumais et puis, ça passe ou ça casse, mais voilà et j'avançais. Et quand je suis devenue maman, et ben, en fait, il m'est arrivé, j'étais, à partir du 6e mois, de ma première grossesse, j'étais en menace d'accouchement prématuré. Donc il fallait que je m'alite, que je reste, allongée, que je bouge plus du tout pour donner, la chance à mon bébé de continuer à grandir dans les bonnes conditions et à accoucher au bon moment. Et malheureusement, bah, j'ai accouché, prématurément, voilà. Et ça a été, oh mon Dieu, ça a été, horrible. Ça a été catastrophique parce que j'avais pas eu du tout le temps de me préparer, à l'accouchement. J'avais pas eu le temps de faire, la préparation à la naissance, qui est prévue normalement, dans les 2 mois avant l'accouchement. J'ai pas eu le temps de faire ça, j'étais pas du tout préparée et bébé est arrivé, dans la douleur. Donc ça a été, très, très, très dur et derrière ça, on est resté quelques semaines au service, néonat, de l'hôpital pour que, mon fils puisse grandir suffisamment puis, voilà, être prêt à sortir et on est sortis. Mais ça a été une période très, très sombre de ma vie. Je le sais maintenant avec, voilà, avec le recul, j'ai eu en fait une dépression du postpartum. Voilà, donc ça a été très, très dur et le bon côté de la chose, c'est que ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de m'éveiller en fait à un manque qu'on peut avoir, nous les femmes, par rapport à notre santé, qu'elle soit physique, gynécologique ou mentale. Il y a des informations qu'on n'a pas, qu'on reçoit pas. On n'est pas suffisamment informé de ce qui peut nous arriver dans certains caps importants de la vie. Bah, là, dans mon exemple, c'était la naissance, voilà, la naissance de mon premier enfant. Après ça, j'ai eu un deuxième enfant et là, ça s'était mieux passé parce que j'avais été suffisamment préparée justement. Hem, Ensuite, j'ai fait un burn-out, voilà, un bon petit mix, burn-out, maternel, professionnel, qui m'est tombé dessus mais mine de rien, ça m'a d'autant plus éclairée sur voilà l'importance, d'être bien informée et de ne pas culpabiliser sur ce qui peut nous arriver, voilà, que de normaliser un peu la chose, d'arrêter, d'avoir honte, voilà, sur certaines choses qui peuvent nous arriver. Et bref, je me suis intéressée un petit peu à tout ça. Entre-temps, je suis devenue rédactrice web, à mon compte et une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée à enregistrer un épisode de podcast, alors qui est pas encore sorti, donc je vais pas trop en parler, mais sur le sujet des règles en entreprise. J'étais interrogée, on me demandait mon témoignage et l'expert qui intervenait, c'était, Héloïse Bouillot. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est resté en contact et ça remonte déjà à plus d'un an et il y a pas très longtemps, là, au mois de mars, Héloïse m'a contactée pour participer à une vidéo, à la création d'une vidéo en soutien, du projet de loi,
à la santé menstruelle qui devait être présentée sur le mois de mars. Donc on a fait une vidéo à plusieurs acteurs et tout de l'engagement de la santé menstruelle. Et en fait, je me suis juste dit, mais c'est oui, enfin, c'est important si on n'informe pas les gens, que ce soit les femmes ou les hommes. Les femmes, d'une part, elles ne peuvent pas se rendre compte à quel point c'est important en fait de s'exprimer sur ces sujets-là, qu'il n'y a aucune honte et que c'est ok de pas savoir, mais à ce moment-là, on peut chercher l'information, on peut chercher la connaissance. Et pour les hommes, de juste réaliser ce qui peut se passer chez nous, dans notre corps, ce qu'on ressent dans ces moments-là, en l'occurrence pendant les règles, que voilà, c'est très, très, très difficile de travailler dans une entreprise et de faire comme si rien n'était, alors qu'on peut avoir des règles très, très douloureuses. Et en fait, ouais, je dirais qu'il y a vraiment eu plein, plein de choses comme ça, et ça s'est fini, tu vois, dernièrement, voilà, par des soucis de santé menstruelle, avec un SPM intense, syndrome prémenstruel très intense, qui me déclenchait en fait des états limite dépressifs chaque mois. Et là, et ça a duré là quasiment 2 ans, et là c'est tombé. Ma sage-femme qui fait mon suivi gynécologique, je raconte ma life en même temps, et qui m'a balancé le mot périménopause. Et là j'ai regardé périménopause et elle me dit oui, ben oui, voilà, vu ce qui se passe, oui, bah, ah ok. Alors moi j'en avais parlé à mon médecin généraliste, et je lui ai demandé si ce que je ressentais chaque mois, ces bouleversements qui m'arrivaient, si ça pouvait être la périménopause. Et il m'a répondu non, vous avez moins de 45 ans, ça ne peut pas être la périménopause. Bon, on s'imagine que les médecins savent tout. Eh bien non. Voilà, les âges sont donnés, c'est des moyennes qui sont données, donc forcément il y a des femmes chez qui ça va arriver plus tôt et des femmes chez qui ça va arriver plus tard. Enfin voilà, et du coup je me suis dit, mais on manque d'informations. Encore une fois, c'est le truc que je martèle. Et donc l'information, voilà, j'avais envie de la chercher, et plus j'avais envie de la transmettre. Voilà. Voilà comment j'en suis arrivée là. Je crois que après 15 minutes d'explication. Non, c'est super intéressant. Merci, pour toute cette présentation. Je vais un peu rebondir. Déjà, je suis contente par rapport à, que tu sois sortie de ta période très difficile avec ton fils qui est né, prématuré, et j'ose même pas imaginer à quel point ça devait être dur et compliqué pour, c'était ton premier enfant, tu pas prête, du tout, et du coup, tout arrive d'un coup, et c'est stressant parce que du coup, prématuré, enfin, sa santé à lui, est hyper importante. Tu as peur qu'il lui arrive quelque chose. Déjà le fait d'être maman, on dirait que ça t'éveille, tout ça, j'imagine. Enfin, je suis pas maman, donc je fais des suppositions. Donc ouais, je suis contente pour toi que ce soit sorti par rapport à ça. Et du coup, enfin, en fait, j'ai plusieurs questions, en tout cas, liées à mon féminisme éducatif, pour poser un peu les bases pour les personnes qui nous écoutent. Parce que moi, c'est vrai que je suis sensibilisée, mais je me dis: «C'est pas le cas de tout le monde». Du coup, en fait, j'ai plusieurs questions, on va dire, que tu pourrais, nous expliquer avec des définitions. Par exemple, du coup, comment ça se fait que, par exemple, toi, tu avais eu, une menace pour un accouchement prématuré? Pourquoi en fait, il y a ça qui peut arriver? Après, tu as parlé également de dépression postpartum, de burn-out maternel. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Pareil, le SPM, tu peux nous expliquer, et idem, la périménopause, qu'est-ce que ça fait beaucoup de définitions, je sais, mais qu'est-ce que ça implique? Il faudra que tu me rappelles les questions au fur et à mesure quand même, hein. Oui, oui, aucun souci. Alors, ouais, la menace d'accouchement prématuré, donc forcément, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Je savais pas ce que c'était, et comme tout le monde, hein, je tape sur internet pour trouver des infos, et en fait, il y en avait, à l'époque, ça remontait à 6 ans, les infos, il y en avait pas énormément, quoi. Donc pour ouais, c'est et la question, c'est vraiment pourquoi moi, quoi? Ça me semblait d'une injustice, je comprenais pas. Et en fait, il s'avère que moi, j'ai un utérus qui travaille trop, enfin qui est contractile, voilà, qui un rien en fait lui suffit pour tout de suite se contracter. Et sauf que quand tu es enceinte et que tu contractes comme ça sans raison, sans arrêt, c'est dangereux parce que ça appuie sur le col et ça ouvre le col. Et ce qu'il faut pas du tout, parce que jusqu'à la fin de ta grossesse, le col doit rester fermé pour maintenir bébé protégé de toute contamination possible en fait. Et voilà, donc c'est pour ça que j'en suis arrivée là.
Après, je sais qu'il peut y avoir d'autres raisons pour des menaces d'accouchement prématuré. Je sais que c'est le cas, par exemple, pour des problèmes de tension, de prééclampsie, on appelle ça, quand on est enceinte. Ça peut être aussi à cause d'un problème de diabète gestationnel, quand on a des problèmes de diabète seulement quand on est enceinte. Ça peut être aussi une raison de menace d'accouchement prématuré. Voilà pour moi. Après, tu m'as posé la question de la dépression postpartum. La dépression postpartum, vraiment, je pense que ça a été vraiment une bombe, mais énorme. Et oui, et je pense que c'est lié d'ailleurs à tout ce qui s'est passé les mois précédents, la menace d'accouchement prématuré, où j'étais dans une panique totale, j'avais peur de perdre mon petit garçon. Et puis où j'ai pas pu me préparer à l'accouchement, que déjà mon bébé était arrivé. D'ailleurs, je remercie l'émission Les Maternelles, parce que le peu que je savais, c'est grâce à l'émission. Voilà. Ouais, et puis je pense qu'en plus, je suis restée alitée à la maison, j'étais toute seule à la maison. Mon mari travaillait, donc c'est normal, il partait et puis il revenait que le soir. Donc, tu vois, en termes d'humeur, déjà, c'était pas le top, c'était pas tip top. Ensuite, l'accouchement qui a été un vrai bouleversement, j'étais un vrai choc. Je pense que ça peut être comment on appelle ça? Un stress post-traumatique. Je pense que honnêtement, ça peut tout à fait être ça. Et puis les semaines où on est resté à l'hôpital, où j'étais enfermée dans ma culpabilité. J'avais juste l'impression que c'était ma faute, ce qui est, ce qui est complètement débile. Enfin, le côté rationnel, mais il m'a fallu un moment avant de l'écouter, ce côté rationnel, de me dire, mais bien non, bien sûr que non. Enfin, il n'y a aucune maman qui a envie que son enfant naisse plus tôt. Donc non, c'est pas de ta faute. Enfin, voilà, il devait arriver, il est arrivé. Et je me suis, ouais, enfermée dans cette espèce de bulle noire. J'étais épuisée, j'avais mal dans mon corps, j'avais mal dans mon âme. Et en plus, à côté de ça, il fallait aussi que je m'occupe de mon bébé. J'essayais de l'allaiter alors qu'il était prématuré. Et ça, c'était pas gagné parce qu'il était tellement fatigué, il arrivait pas à gérer, petit cœur. Et c'était très, très dur. Et quand on est rentré à la maison, mon mari est resté. À l'époque, le congé paternité était plus court, c'était 11 jours. Donc voilà, il est resté quelques jours avec moi et puis il est reparti. Et puis moi, plus le temps passait et plus je m'enfermais en fait dans. Mais je me visualise encore à distance. Je voyais tout en noir, tout était gris, tout était noir. Je me sentais piégée, je me sentais incapable. Et c'est ça la dépression de postpartum en fait. C'est une dépression profonde qui te déconnecte complètement de la réalité. Tu n'arrives pas à prendre ta place de maman, tu n'arrives pas à créer le lien avec ton bébé. C'est ça le pire, c'est que pourtant l'amour était là, c'est juste que je ne savais pas comment l'exprimer, comment le mettre en place. Je prenais soin de mon fils, mais j'étais un robot épuisé physiquement, moralement. Voilà, j'avais l'impression que je n'y arriverais pas. Voilà, c'était voilà, que j'étais incapable, que je n'y arriverais pas. Et c'est ça. Et en fait, pourtant, j'ai vu mon médecin généraliste. J'ai été à l'époque, j'avais pourtant mon fils était prématuré, j'avais pas eu de sage-femme qui était passée à la maison pour faire les soins. C'est moi qui avais dû me déplacer en PMI, donc le centre. J'ai un trou. Centre maternel, enfin médico-infantile, je sais plus. Et voilà. Donc j'ai rencontré plusieurs spécialistes de la santé, mais il y en a aucun qui a pu poser ce diagnostic-là. Et c'est en fait et en plus, je n'osais pas en parler. C'est que tu t'enfermes dans cette culpabilité, cette honte, et tu n'en parles pas. Tu fais semblant que tout va bien. Et moi, je faisais semblant que tout allait bien, que j'étais une maman épanouie, que j'étais super contente. Enfin, et petit à petit, j'ai commencé à en parler à mon mari, j'ai commencé à en parler à une copine. Et il y en a qui comprennent, heureusement, puis il y en a qui comprennent pas. Et ça, je crois que c'est le pire. Je me souviens d'en avoir parlé à une amie et qui m'a regardée, mais comme si j'étais une extraterrestre. Ah bah non, moi je comprends pas. Non, moi j'adore mes enfants. Je veux passer tous mes jours avec mes enfants. Non, non, je comprends pas pourquoi tu veux passer du temps toute seule pour te reposer. Alors déjà que j'avais la culpabilité, mais puissance 1000. Et en fait, à un moment donné, j'ai une copine bienveillante et qui m'a conseillé d'aller consulter sa psy.
Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit: «De toute façon, j'ai rien à perdre, voilà, je suis, au ras des pâquerettes» et j'ai été consulter la psy et c'est elle qui m'a dit: «Beh, en fait, oui, c'est ça, quoi». Et je l'ai consultée quelques mois et en fait, ça a été beaucoup mieux. Mes œillères se sont, tu vois, se sont enlevées petit à petit et puis là, je me suis dit: «Ah mais si mon merveilleux petit garçon qui grandit bien et qui est en bonne santé et tout va bien et moi je prends soin de lui et il grandit bien». Enfin, c'était, mais ouais, et tu vois, encore aujourd'hui, j'essaye là de pas pleurer, mais ça remonte très, très facilement. Donc ouais, la dépression du postpartum, c'est vraiment important d'en parler. C'est pas normal quand, on vient d'avoir un enfant de pas être bien, et puis de pas réussir à se connecter avec son rôle de mère et avec son enfant et il faut en parler. Voilà, ensuite je parle du burn-out. Alors le burn-out, donc ça c'est le c'est ce qui m'est tombé dessus, alors l'année de naissance de ma fille, mais plutôt en fin d'année. Et pour le coup, c'était cumulé parce que c'est quand j'ai repris le travail, voilà. Donc je n'ai pas réussi et c'est normal, humainement, c'est juste ingérable d'être à la fois une super maman et une super employée et de tout gérer de front. Voilà, je faisais des horaires de travail, parfois c'était de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir. Et le soir, il fallait rentrer et puis assurer la deuxième journée. Sauf que je culpabilisais en même temps parce que souvent, ben, mon mari mettait déjà les enfants au lit et j'arrivais, j'avais à peine le temps de leur faire un petit bisou et c'était terminé. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un croisement de facteurs différents, voilà. Parce qu'en plus, je voulais que mes enfants mangent bien, donc il fallait qu'on mange, tu vois, des repas super équilibrés, qu'on faisait maison. Enfin, bon, après, il y a des choses sur lesquelles je suis revenue dessus, hein. À un moment donné, je me suis dit: «Bon, alors j'ai le choix entre, faire ça pour les enfants ou prendre le temps de me reposer. Non, je vais me reposer et puis comme ça, après, j'aurai plus de temps pour eux». Donc ouais et puis le burn-out, c'est un épuisement, physique et moral. Tu tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux même plus t'occuper de toi, et j'étais dans voilà, j'étais une larve, je m'étais écroulée, je m'étais rendue, littéralement malade et voilà et en fait, il a fallu que je prenne le temps, voilà, du temps pour moi. Ça a duré quelques mois où tous les jours, tout ce que je faisais, c'était m'occuper des enfants le matin et puis quand ils étaient à l'école, à la crèche et ben, je me reposais. Toute la journée, je me reposais. Je faisais les choses qui me faisaient du bien, je lisais des livres, j'allais me promener et puis le soir, paf, je retrouvais mes titis pour prendre soin d'eux et pendant toutes ces périodes, heureusement, j'étais pas seule. J'avais mon mari qui était là aussi pour assurer sa part. Voilà, tout n'est pas parfait, mais j'ai quand même de la chance d'avoir été soutenue, de ce côté-là. Voilà. Si et tu veux que je parle aussi? Alors le SPM, donc le syndrome prémenstruel, c'est cet état du cycle qui précède les règles et chez certaines femmes, tout va bien. En fait, c'est à peine si elles le notent et chez d'autres femmes, c'est extrêmement exacerbé avec, des symptômes souvent même plus pénibles que les règles, elles-mêmes, où, tu peux avoir des symptômes physiques, des douleurs habituelles comme pendant les règles, douleurs utérines, tu peux avoir mal au dos, mal au sein, migraine, et puis tu peux avoir aussi, des effets, des symptômes psychologiques, assez intenses. Bon, c'était le cas pour ma part. Donc des sautes d'humeur, tu peux être agressive, irritable, développer de l'anxiété et ou même carrément être en dépression pendant quelques jours, une semaine, juste avant les règles. Donc c'est toujours, ça fait très, ascenseur émotionnel en fait sur cette semaine-là. Voilà et la préménopause, c'est toute la période en fait, où tu vas commencer à avoir un bouleversement hormonal et tu vas avoir aussi plein de symptômes bien sympas. Il paraît qu'il y en a une soixantaine différents. C'est vraiment, chaque femme les ressent différemment, puis c'est un peu la loterie, tu sais pas quel, quel symptôme tu vas avoir. J'ai les 60, wouhou Non, c'est pas mon cas, heureusement. Enfin, j'en suis au début a priori. Et ça peut durer plusieurs années jusqu'à la ménopause. Et la ménopause, c'est quand tu n'as plus de règles pendant plus d'un an. Et c'est là que officiellement tu es ménopausée. Mais sauf que voilà, toute la période avant, tu as ces chamboulements hormonaux et les symptômes qui vont avec. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans. Voilà.
Bah, merci beaucoup pour, ton témoignage. C'est vrai que ça faisait assez complet, en fait, parce qu'en fait, finalement, chaque question, ça se correspondait à à une partie de ta vie. Dans le niveau chronologie, j'avoue qu'on était bien. C'est pas mal. C'était une présentation assez atypique, du coup, ce que tu définis, tu racontes ton expérience, mais je trouvais ça assez chouette, c'était un beau message qui était, dégagé et du coup, de ce que je retiens par rapport à tout ce que tu nous as dit, c'est que déjà, c'est hyper important, d'être bien entouré, de prendre soin de sa santé mentale avec une psy ou, toute autre, personne pour nous aider, c'est important parce que, bah, pour, son développement personnel tout simplement et puis même pour prendre soin des autres, je pense qu'il faut d'abord, bah, prendre soin de soi en priorité. C'est exactement ce qu'on discutait, avec Marie-Agnès Caderby, dans l'épisode, sur l'endométriose. Donc je suis toujours en phase avec tout ce qui est santé mentale, parce que moi, c'est quelque chose qui me semble hyper important, d'autant plus pour les femmes, comme tu disais, on a beaucoup plus de charge mentale, on veut toujours être, la super mom, la super employée, enfin, on veut toujours être la super femme et parce qu'en fait, on a des injonctions à être, la super, alors que faut se libérer de tout ça et en fait, faut juste être, soi-même et pour être soi-même, faut apprendre à se connaître et pour apprendre à se connaître, faut passer du temps avec soi et du coup, ouais, c'est tout un cheminement qui prend beaucoup de temps et qui est nécessaire. En tout cas, j'invite toutes les personnes à passer du temps avec soi-même parce que c'est ça, c'est un beau cadeau qu'on nous fait et ça nous permettra après de passer du temps de qualité avec, notre entourage, et d'autres personnes, des personnes qu'on aime, et cetera, au boulot, dans tous les domaines de vie. Surtout qu'on est dans une société où en fait on veut que tout aille très vite. Enfin, je pense que c'est le fait que ce soit une société capitaliste où il faut faire de l'argent. Donc on prend pas le temps de bien se poser. Alors que pour moi, c'est vrai que on peut naviguer, par rapport à tout cet tumulte de la vie, juste en prenant un peu de repos et après, on repart et c'est encore mieux par la suite et du coup, ça m'amène à une question par rapport à tout ça, parce que du coup, tu étais salariée, maintenant tu es entrepreneuse, entrepreneuse freelance, j'avoue que je sais plus exactement, donc si tu peux nous préciser, bah, voilà, comment tu as fait, ce cheminement aussi, enfin même si on a commencé à avoir des éléments de réponse par rapport à cette redirection professionnelle pour, du coup, avoir ta propre liberté et t'organiser comme tu le souhaites. Ouais, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé effectivement. Donc après le burn-out qui m'est tombé dessus, je me suis juste dit que je ne pouvais plus retourner dans le monde du salariat. Voilà, que c'était le monde de l'entreprise n'était pas un univers qui était fait pour moi, et c'était pas compatible avec la vie de maman que je voulais mener. J'avais pas du tout envie, de m'épuiser au travail tous les jours et de rentrer trop fatiguée pour pouvoir passer ensuite du temps de qualité avec mes enfants. Voilà, je voulais être présente, voilà. Mais comme tu le dis, je voulais pas non plus trop en faire, honnêtement. J'avais aussi besoin de moments à moi, donc ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. J'en ai besoin pour pouvoir mieux fonctionner ensuite et effectivement passer des meilleurs moments, avec mon mari, et mes enfants. Donc c'est drôle parce que le 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 statut, d'indépendant, c'est vrai qu'on indépendant ou freelance ou entrepreneur, je pense qu'il faudrait que tu fasses un épisode juste sur ça, pour comprendre un petit peu les différences et j'y avais pas tout de suite pensé, mais je me suis demandé juste: «OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Et puis il y a des choses qui sont revenues de ce qui me rendait heureux quand j'étais plus jeune. Moi, j'aimais bien, voilà, j'aimais bien, écrire, j'aimais beaucoup écrire, mais j'aimais surtout, chercher, synthétiser et transmettre. Voilà, c'était des choses qui étaient importantes pour moi. Donc c'est comme ça que j'en suis venue en fait à devenir rédactrice web et OK, rédactrice web, comment j'exerce? Est-ce que je vais être salariée? Puis je commençais à chercher et je me suis dit: «Mais non, enfin non, non». Là, voilà, mes enfants plus petits. La dernière, avait pas un an et je me suis dit: «Non, mais je vais essayer de travailler toute seule, d'être mon propre patron» et puis pour le coup, d'arrêter d'être spectatrice un petit peu de ma vie pro. J'avais vraiment envie de prendre les choses en main et de me dire, «OK, j'y vais, je réussis, et beh, tant mieux, ça tout viendra de moi et si j'échoue et ben ça sera de ma faute. Enfin, il y a pas de facteur, c'est pas à cause de quelqu'un, c'est pas, à cause d'un boss toxique, de collègues, voilà, incompétents ou voilà, peu importe. C'est moi, c'est juste moi
et voilà, moi, assumer, moi j'avance. Et puis oui, effectivement, j'avais aussi besoin que mon agenda soit, plus souple, pour éviter, voilà, toutes sortes de stress. C'était important à ce moment-là de ma vie, en tout cas. Et j'avais pas du tout de modèle, entrepreneur dans ma famille. Enfin, moi, je suis fille d'ouvrière, mon père, fille, d'immigrés ouvriers. Enfin, je pars de très loin, tu vois? Avec des bagages en plus. Et voilà, non, j'avais pas du tout ce modèle-là, donc j'y avais jamais songé. Donc je me suis dit: «Allez, lance-toi, pourquoi pas?» Et puis, et tu vois, je le regrette pas. À aujourd'hui, je pense que je peux encore faire mieux. Je vis pas encore, de mon activité comme j'aimerais, mais je suis bien partie pour, et voilà, je reste optimiste. En tout cas, j'ai toutes les clés en main pour, voilà, pour faire ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, je n'envisage pas de revenir au salariat. Maintenant, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà. Donc, pour moi, le plus important, de toute façon, ça sera les valeurs, ça sera le message. Donc, qui sait? Voilà, pourquoi pas, si effectivement je trouve une entreprise où je me retrouve vraiment et on a la même mission de vie, à savoir faire bouger un peu les choses, pour les femmes notamment. Et voilà. Mmh. Mais c'est hyper intéressant tout ce que tu nous dis. De ce que je comprends et ce que je retiens, c'est que tu t'es reconnectée à ton enfant intérieur par rapport aux passions que tu avais, plus jeune, et c'est hyper beau. Et je pense que, notre enfant intérieur peut dire beaucoup de choses sur nous. Bah, moi justement, Matrimoine féministe, c'est aussi parce que je me suis connectée avec mon enfant intérieur, donc la petite Estelle. Et du coup, je pense qu'on a tous et toutes quelque chose à retrouver dans notre passé, des expériences qui nous ont marquées et qui vont construire, notre futur. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important de faire ce pas de côté et d'analyser, ça, parce qu'on c'est vrai qu'on a beaucoup de réponses qu'on peut retrouver dans notre passé, et du coup, je trouve ça super important. Je trouve ça aussi, bah, chouette que tu aies réussi à te construire en tant qu'entrepreneuse alors que tu avais pas de modèles, familiaux par rapport à tout ça. Et que de ce que je comprends, c'est que l'important pour toi, enfin, là, tu es entrepreneuse, mais comme tu dis, restes ouverte au salariat si jamais tu trouves du sens. Et je pense que oui, on est dans une génération qui a besoin de trouver, du sens dans ce qu'on fait. On veut avoir un impact, sociétal, climatique, enfin, on veut agir pour un monde meilleur. Et en fait, je pense qu'on peut tous et toutes agir à notre propre échelle. On n'a pas besoin, par exemple, d'avoir une communauté, je sais pas, de 50 000 abonnés pour pouvoir impacter la vie des gens. Déjà, si on impacte une personne, c'est essentiel et c'est déjà super. Et je pense que moi, je crois beaucoup aux petites graines qu'on va semer. Et bah, moi, je sème des graines d'éveil féministe. Et en fait, on a toutes et tous des graines à semer, les graines qu'on a envie, qui ont du sens pour nous et qu'on a envie de partager avec les autres. C'est vrai, c'est vrai. On peut tous faire quelque chose, même si c'est une action qui nous semble insignifiante ou minime. Comme tu l'as très bien dit, et beh, ça peut changer beaucoup de choses pour juste une personne. Et comme ça, on peut se retrouver à faire une une chaîne de changement, mondiale. Mais Soyons folles. oui, mais oui, complètement. On a raison, on rêve grand, c'est important. De toute façon, il y a que comme ça, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans ce monde qui peuvent être terribles. C'est important je pense, d'avoir de l'espoir, parce que sans espoir, on peut pas avancer. Si il y a pas par exemple, ça me fait penser au climat, hein. Enfin, clairement, si on se dit, bah, la planète, elle est foutue, elle arrivera jamais à s'en sortir, bah, ça va pas inciter les gens à faire quelque chose. Alors que si on se dit, si, si, c'est possible, mais faut qu'on y soit, faut qu'on aille à la bataille ensemble, et ben ça peut fonctionner. Enfin, il faut créer aussi des nouveaux récits qui soient positifs, parce que bah, c'est important pour bah, créer des nouveaux bah ouais, des nouveaux récits, des nouvelles aspirations, inspirations. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se découler de tout ça, et c'est important d'être porte-parole de ces sujets-là, quoi. Tout à fait. Donc ouais, non, en tout cas, c'est super, et je suis contente pour toi que tu aies pu, entreprendre là-dedans. Et du coup, ça m'amène à une question, parce que c'est vrai que, tu parlais que tu étais, fille d'immigrés, et du coup, ça m'amène à penser à une question. Est-ce que la santé des femmes, elle est, raciste? Alors ça, c'est un sujet, qui m'intéresse depuis pas très longtemps, mais simplement parce que, en fait, avant ça, je m'étais jamais posé la question parce que, bah, je suis jamais tombée sur une information qui l'évoquait, simplement. Enfin, c'est quelque chose de dingue, et pourtant, voilà, mes parents sont algériens, c'est quand même un sujet qui est censé me parler. Et en fait, j'y suis venue parce que, j'ai assisté à un webinaire sur LinkedIn, qui avait été, fait avec des 2 personnes, qui avaient des entreprises de la Femtech.
Je réfléchis. Je crois que c'est Amandine Deslandes, Femtech Connect, j'ai un trou sur son nom, et Audrey de Wounded Woman. Et en fait, donc elle parlait plutôt de voilà comment tenir en fait une entreprise dans le secteur de la femtech. Et à un moment donné, elles ont évoqué je crois que c'est Audrey qui a évoqué. Elle a évoqué la différence de cicatrisation entre une femme blanche et une femme noire. Et en fait, et là ça s'est vu, elles étaient gênées, tu vois, de parler de ce sujet-là, mais en fait, le sujet, du coup, la pierre a été lancée. Enfin, donc, il y a une différence il y a une, en tout cas, il y a un facteur ethnique dont il faut tenir compte aussi quand, dans les soins, mais on n'en parle pas. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait une différence comme ça selon la couleur de l'épiderme aussi. Enfin, c'est quand même un truc fou. Et du coup, ben, c'était un sujet qui m'a intéressée. Donc, j'ai lu deux, trois articles. J'ai pas la prétention de dire que je suis médecin ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste, j'ai été guidée par ma curiosité. Et c'est comme ça que j'ai vu que déjà en France, il n'y a pas d'études. Il n'y a rien qui a été fait de ce côté-là, ou vraiment très très peu. Il n'y a rien en fait pour corréler tout ça. Et par contre, il y a des études qui ont été faites, mais plus au Royaume-Uni et aux États-Unis, où là, on s'est rendu compte que, par exemple, les femmes noires avaient plus de chances de décéder à la suite de complications de grossesse ou d'accouchement que les femmes blanches, sous-entendu. Et puis ça pouvait être assez important parce que je crois qu'aux États-Unis c'était 4 fois plus de chances, donc c'est quand même pas négligeable. Donc pourquoi cette différence? Alors peut-être qu'il y a des facteurs génétiques. Moi je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs. Est-ce que ça va être des facteurs de type, comment est-ce qu'on va dire, peut-être des biais qui peuvent exister aussi du côté des soignants. Il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome méditerranéen, où c'est vraiment pas un truc sympa, où en fait, ben voilà, quand on sait qu'un malade vient du Maghreb ou vient d'Afrique et qu'il est malade, et ben en fait, voilà, on va croire qu'il exagère un petit peu ses symptômes parce que c'est des cultures où tout est toujours très disproportionné, exagéré, on parle fort, on s'exclame fort, donc forcément, voilà, en vrai, on n'a pas aussi mal. Et voilà, c'est cette espèce de biais parfois qui peut y avoir. Il y a eu des faits divers il n'y a pas très longtemps à la télé, des gens qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas été pris en charge, suffisamment pris en charge, et c'était ce souci-là qui avait été mis en avant. Donc, ça veut dire que d'un côté, il y a des explications ethniques, génétiques, mais de l'autre côté, il y a quand même une explication, voilà, enfin, de racisme, de discrimination qui est bien là, et c'est triste. Voilà, c'est vraiment triste. Donc, comment on fait concrètement pour améliorer la situation? Mais là, ça va au-delà de la santé des femmes. Enfin, c'est propre aux discriminations qui peuvent exister en France notamment. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Ça, c'est sûr. Oui, bah, merci beaucoup de nous parler de ce sujet. C'est vrai que c'est quelque chose d'important et comme tu dis, on n'est pas assez informés, voire pas du tout. Enfin, en tout cas, dans les médias traditionnels, j'avais jamais vu passer ces informations-là. Enfin, dans les médias féministes, oui, mais on va dire pas dans les médias traditionnels. Et d'un côté, c'est vrai qu'il y a vraiment un vrai sujet. Et surtout, quoi, il n'y a pas d'études qui sont menées, en tout cas en France, alors que bah, ça devrait quand même... ça devrait venir en fait en théorie parce que on commence à faire des constats, il faut quand même enfin, il faut vérifier, il faut trouver des solutions et du coup, pour pouvoir trouver des solutions, il faut qu'il y ait des recherches qui soient menées parce que sinon, comment on fait pour avancer? Donc ouais, c'est hyper important, ce que tu nous dis. Juste peut-être pour les personnes qui nous écoutent, peut-être nous définir aussi qu'est-ce que c'est, la femtech? Puisque pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est, je me dis que ça peut être important de le mettre, en avant. Et sinon, par rapport à ce que tu disais sur le syndrome méditerranéen, en fait, ça me fait toujours penser qu'en fait, on croit pas, bah, les femmes, les personnes racisées et ça, c'est vraiment un vrai problème, un vrai sujet de pourquoi on ne nous croit pas.
Et c'est fou quand même, c'est la base. Écouter le patient, c'est quand même la base de tout. Peu importe son origine, peu importe son, voilà, enfin sa position sociale, peu importe, on écoute le patient. Et il me semble qu'il y a un serment d'Hippocrate qui est prononcé à la fin de l'école de médecine. Enfin bref. Alors pour expliquer, alors la femtech, c'est comme ça qu'on appelle en France et puis partout ailleurs d'ailleurs, des entreprises qui proposent des solutions ou des services qui vont être dédiés à la santé des femmes. Voilà, et ça peut être dans différents domaines. Ça peut être la santé physique, mentale, ou pendant différents moments de la vie d'une femme, euh, liés aux règles, pendant la grossesse, le postpartum, la ménopause, la préménopause. Ça peut être aussi des solutions qui sont trouvées et proposées liées à des maladies gynécologiques comme l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques, voilà, ou du cancer du sein, voilà, des choses très basiques. Tout ce qui va toucher de près ou de loin la santé de la femme, des entreprises de la Femtech peuvent proposer des solutions. Et en France, disons que c'est un secteur qui prend de l'ampleur petit à petit. Il y a quand même des progrès qui sont faits, mais ça reste encore insuffisant quand c'est comparé par exemple aux États-Unis, où le gouvernement américain a même filé des fonds voilà, pour la recherche de la santé des femmes. Enfin, c'est super. Mais en France, quand est-ce qu'on met ça en place? Ça serait formidable quand même. Et, euh, et d'après les estimations, je crois que dans le monde, on estime le marché de la femtech d'ici 2030 à 100 milliards, enfin 100 milliards de dollars. C'est quand même énorme, c'est pas rien. Il y a un vrai marché. Enfin, il y a du business à faire, hein. Là, je m'adresse à toutes les personnes qui ont de l'argent. C'est le moment d'investir dans la femtech. Et en France, eh ben, on avance, mais à pas de fourmis, quoi. Là, il y a le collectif Femtech en France qui a sorti des chiffres. Je crois que là, il y a 140 entreprises de la Femtech en France. C'est pas non plus énorme. Il y a une cartographie d'ailleurs qui est sortie, qui est très bien, parce que les entreprises sont répertoriées par thématique de santé, et c'est très très bien fait, c'est très visuel. Et voilà, et je crois qu'en 2023, il y a eu 42 millions d'euros de chiffre d'affaires qui a été fait dans le secteur de la femtech. Donc c'est pas énorme, sachant que je rappelle que les femmes, c'est quand même la moitié de la population française. Donc il y a de la thune à se faire. Donc vous attendez quoi? On investit sur la santé des femmes. Je veux dire, si de l'argent, c'est un argument suffisant, il y a de l'argent à se faire. Voilà. Si l'argument humain ne suffit pas, voilà. Parfois, c'est à se demander. C'est une, euh, une copine sur LinkedIn qui avait commenté comme ça un de mes posts et qui avait dit est-ce que la misogynie prend le pas sur le capitalisme? Mais c'est vraiment une question intéressante à se poser. Waouh, c'est hyper intéressant, hyper deep, tout ce que tu nous dis là. Hem, J'avoue que ouais, ça donne vraiment l'impression que, bah, comme c'est fait par essentiellement des femmes, bah, on veut pas investir parce qu'on croit pas aux porteuses de projets, bah, femmes. On croit qu'aux porteurs de projets hommes. Mais d'ailleurs, oui, je sais plus dans quel contexte, mais j'avais vu, ça passer. Désolée, je me rappelle plus du tout des noms, mais en fait, c'était 2 femmes qui galéraient à avoir un investissement et du coup, en fait, elles ont créé un homme fictif, comme quoi bah, c'était lui qu'il fallait contacter, ce qui lidait le truc. Et du coup, bah là, bizarrement, enfin tout d'un coup, elles ont eu des investissements. C'est horrible, c'est d'une injustice révoltante parce qu'à compétences égales, on devrait quand même juger le potentiel d'une entreprise de la même manière, peu importe qu'elle soit fondée par une femme ou par un homme. Oui, je suis entièrement d'accord. Il y a encore pas mal de choses à déconstruire, à sensibiliser, puisqu'encore une fois, tout ça, c'est un travail d'éducation, parce que si on apprend, bah, on apprend, ouais, que, bah, je vais reprendre les règles de français, le masculin l'emporte sur le féminin. Moi, ça m'avait tellement choquée quand j'étais petite, c'était mon premier élan féministe.
Et tout tout par de là, pas que tout, mais c'est la base, on te le matraque dans la tête depuis toute petite, petit garçon, et puis même il y a pas mal d'inégalités qui se créent même quand t'es enfant. Donc si dès que t'es enfant, tu prends pas en charge et tu prends pas le soin de sensibiliser, de dire que bah garçon et fille c'est égal, enfin tout est normal, et ben après bah forcément ça va te créer un schéma de pensée qui va s'appliquer par la suite, que tu vas avoir du mal à t'en défaire, parce que du coup, c'est ancré comme ça, surtout si tu n'as pas des modèles qui peuvent aller à l'encontre de ce que toi, comment tu as été construit et formé, ça prend aussi beaucoup plus de temps. Ça, c'est sûr, tu peux mettre des années, en fait, quand tu réalises à quel point ta vie est définie par le poids de ces croyances que ton éducation familiale ou l'éducation sociétale aussi, parce qu'il y a les injonctions qui pèsent. Mais franchement, je ne dis pas que si tu as 30 ans de ce poids-là et qu'il te faut encore 30 ans pour tout déconstruire, c'est pas ça, mais presque hein, quand même. Ouais, c'est un processus qui prend vraiment beaucoup de temps, donc c'est pour ça que, ouais, justement, avec mon podcast, j'essaye de planter des graines d'éveil féministe pour faciliter cette déconstruction-là. D'ailleurs, c'est vrai que ouais, enfin, je trouve ça hyper intéressant notre épisode ensemble, comme tous les épisodes avec Matrimoine féministe. Mais c'est vrai que j'aime bien garder un peu de temps pour la conclusion de l'épisode, parce que j'ai toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc déjà, comme question, ce serait quoi du coup le mot de la fin pour toi par rapport à tout ce qu'on a dit? Ah, le mot de la fin, qu'est-ce que je dirais? Le mot de la fin, ça serait, faites-vous confiance. Voilà. N'écoutez pas ce que vous entendez, n'écoutez pas ce que, les autres vous disent. Surtout si ça vous culpabilise, que, vous vous sentez mal, c'est que forcément c'est pas ce qu'il vous faut. Donc, écoutez votre petite voix, faites-vous confiance. Voilà, vous avez aussi le pouvoir, voilà, de faire de votre vie ce que vous voulez, d'être heureuse parce que c'est notre but à toutes et à tous, hein, c'est d'être heureuse sur terre, mais surtout, voilà, d'être libre de s'assumer exactement comme on est. Donc, juste, écoutez-vous. Mmh. Une très, très belle conclusion, c'est important pour prendre le pouvoir de sa vie, en effet. Dans la suite de mes questions, c'est qui sont tes rôles modèles? Alors, mes rôles modèles. Ah! Mes rôles modèles, alors je pense comme ça à moi, c'est des personnes qui sont plus vivantes, mais à Simone Veil et je pense à Gisèle Halimi aussi. Pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des femmes qui ont dédié leur vie, à celle des autres femmes et je trouve ça très, humble. Enfin, je sais pas, j'ai l'expression anglaise, «It humbles me» qui me vient à la tête, mais j'ai pas l'équivalent en français, mais voilà. Hem et des femmes qui sont toujours vivantes, ah bah, Michelle Obama. Alors Michelle Obama, pour moi, mais elle est formidable. Puis franchement, je me dis être first lady des États-Unis black, c'est mais ça, mais quelle place et c'est incroyable et elle l'assumait avec tellement de classe et puis tellement de justesse, enfin et aujourd'hui encore, elle inspire. J'aime bien, Titu Lecoq pour les livres. Ces livres qu'elle écrit, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, les grandes oubliées de l'histoire. Voilà, je suis historienne de formation, donc forcément, voilà, c'est des choses qui me touchent. Et j'aime bien globalement si, j'ai des rôles modèles aussi peut-être plus investis dans leur vie de famille parce qu'elles hésitent pas à en parler, sans tabou, tu vois? Sans langue de bois et ça j'aime bien. Je pense à Agathe Le Caron, voilà, les maternelles, j'en parlais tout à l'heure. J'aime bien aussi, Élodie Arnoux, l'humoriste aussi qui hésite pas à en parler, elle a fait un spectacle super qui s'appelle Fécondé. À mourir de rire. Voilà, vraiment sans langue de bois. Ça, j'aime bien en fait, globalement, voilà. Quand on dit tout sur la parentalité, sur la maternité, moi j'aime bien. Merci pour ces partages. Elles sont toutes des femmes extraordinaires à leur échelle, et je trouve ça super de
de les valoriser, de les mettre en lumière. Parce que ouais, c'est important, cette sororité qu'il faut avoir. Bon, enfin, moi, c'est parce que j'aime beaucoup la sororité. Enfin, après, j'aime aussi la delphité, parce que la delphité, on inclut aussi les hommes, mais c'est vrai que les femmes, on manque de rôle modèle beaucoup plus que les hommes, donc c'est important de se mettre en lumière. Donc, merci pour ces partages. Dans les autres questions, c'est quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui les écoutent? Je sais que tu as évoqué le livre Pilule rose de Justine Ferry et du coup les grandes oubliées de Kiki Lecoq exactement. Donc, s'il y a d'autres ressources. Alors, en ce moment, j'écoute surtout des podcasts. Parce que forcément, quand je vais chercher ma fille à la crèche, je rentabilise le trajet et j'aime bien le podcast La fin des règles d'Odayo. Voilà. Bon, ça, c'est récent, hein, du coup, il y a eu un an et demi que j'ai commencé à l'écouter quand je me suis sentie un petit peu plus concernée par la question. Mais finalement, et en fait, je réalise que elle parle beaucoup, pas seulement de la ménopause, mais que c'est vraiment toute la période de la midlife. En fait, dès que tu atteins la quarantaine, mince, t'es plus suffisamment désirable pour la société, mais bon, t'es quand même une femme, t'es pas encore vieille. Voilà, donc il y a toute une place à prendre. Et je trouve que c'est très intéressant la finesse avec laquelle elle aborde ça. Et ben, Matrimoine féministe. J'ai écouté le premier épisode la semaine dernière sur la parentalité. Forcément, c'est un sujet qui me parle et j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il y en a un qui est sorti ce matin. Je l'écouterai aussi dans la semaine. Voilà, et j'ai hâte d'entendre les autres épisodes qui vont sortir aussi sur ce sujet. Et en podcast aussi que j'aime bien écouter parce que les épisodes sont courts. Ça, c'est pas mal. C'est Chronique du sexisme ordinaire de Marine Soichot. Merci pour ton soutien, c'est adorable, t'es trop chouette, donc je suis contente que mes épisodes t'aient plu, et c'est très marrant que tu me parles de Odayo et de Marine Pétroline, parce que justement, sont des invités de Matrimoine féministe également. Super, alors ça c'est une bonne nouvelle. Donc de toute façon, tu verras quand est-ce qu'elles apparaîtront sur mes réseaux sociaux, parce que je communique dessus, évidemment. Et dans les 2 dernières questions, c'est que signifie le terme féminisme pour toi, et qui est-ce que tu aimerais voir au micro de Matrimoine féministe? Alors, qu'est-ce que le féminisme pour moi? Je pense que je l'ai évoqué un petit peu en répondant déjà à des questions. Je pense que c'est surtout la liberté d'être soi. Voilà, la liberté d'être soi-même. Alors, en vrai, c'est valable aussi quand on est une femme ou quand on est un homme, mais c'est pour ça que c'est important de dire que le féminisme, ça ne concerne pas que les femmes. Parce que si les femmes sont libres d'être des femmes, ben, les hommes aussi sont libres d'être eux-mêmes, voilà, exactement comme, comme ils en ont besoin aussi. Donc que ça soit voilà plus sensible, plus voilà tout assumer et surtout voilà la liberté d'être une femme dans une société qui nous laisse la place d'être une femme. Voilà, où on peut vivre simplement voilà, en suivant ses rêves sans les injonctions, sans les pressions, sans voilà, tous ces carcans avec lesquels des générations de femmes vivent depuis des siècles et des siècles. Je pense que globalement, c'est juste la liberté, quoi. Très belle définition. Merci. Alors, qui j'aimerais voir au micro je pense à 2 personnes que j'admire beaucoup. Je pense à Vigdis Maurice Herrera, qui est la CEO de Globe Speaker, donc une plateforme d'apprentissage de langue, et surtout parce que cette année, elle a créé une plateforme qui s'appelle Opal et qui est dédiée aux victimes de violences conjugales. Donc la plateforme propose en fait une estimation voilà, d'échelle en fait de violences conjugales et propose des solutions aussi pour accompagner les victimes. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Ce qu'elle fait, c'est basé elle utilise son histoire personnelle voilà, pour faire aussi avancer les choses et je trouve ça vraiment admirable. Et l'autre personne, c'est Joséphine Goub, qui est la CEO de Systech, qui est une ONG en fait qui aide les femmes réfugiées à trouver du travail dans la tech grâce à des programmes de mentoring. Je pense que ouais, franchement, si tu as l'occasion d'inviter ces 2 femmes sur ton émission, ça promet d'être très intéressant. Bah, merci de ces recommandations. Je me suis notée du coup pour avoir Vigdis et Joséphine. C'est vrai que ce serait super de pouvoir encore échanger sur tous ces sujets. Mais en tout cas, merci à toi pour cet échange que j'ai trouvé vraiment top. Et merci aux personnes qui nous écoutent d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout.
Du coup, je vous souhaite, aux personnes qui nous écoutent, une très belle journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!